Scott Hall s'en est allé. La légende du catch s'est éteinte à 63 ans, attristant des milliers de fans à travers le monde. Une façon assez dramatique de partir puisque l'ex-membre de la NWO est décédé suite à des complications liées à une chirurgie à la hanche. 15 jours auparavant, le bad guy avait subi une lourde chute et avait eu la hanche cassée suite à ce choc. On peut donc le dire, une simple chute a coûté la vie à celui que l'on appelait Razor Ramon. Mais s'il a fait 3 arrêts cardiaques sur la table d'opération, on peut aussi se dire que finalement sa vie était proche d'arriver à son terme. En effet, Scott Hall est connu pour avoir bien profité de la vie et de ses excès. Une vie menée à 100 à l'heure entre sa pratique du catch, ses drames personnels, ses addictions et même la dépression. Retour aujourd'hui sur son histoire. Scott Oliver Hall est né le 20 octobre 1958 dans le comté de St. Mary's dans le Maryland. Peu d'informations circulent sur sa jeunesse, mais il aurait eu une éducation assez militaire et il aurait déménagé un bon paquet de fois jusqu'à ses 15 ans. Adolescent, il a étudié en Allemagne et plus particulièrement du côté de Munich. Et à la fin de ses études, comme tout le monde, Scott Hall cherche des petits boulots. Avec son gabarit assez imposant à l'époque, il parvient à décrocher un job de videur en boîte de nuit. Et c'est là que le premier drame arrive. En 1983, il a une altercation avec un client qui sort un pistolet. Scott Hall l'attrape, tire et tue accidentellement ce client. Et les charges sont vite abandonnées contre lui étant donné les circonstances. Mais pour de nombreuses personnes, dont Kevin Nash, le meilleur ami de Scott Hall, cet événement est à la base de tous les problèmes mentaux que rencontrera le bad guy dans les années qui suivent. Après cet événement traumatisant, Scott Hall décide de mettre à profit son physique pour aller faire du catch. Il commence sa carrière en 1984 à la Jim Crockett Promotion après avoir rencontré Barry Windham dans un supermarché local. Entraîné par Dusty Rhodes, le jeune Scott Hall impressionne par son talent dans le ring. Il se fait alors appeler Eagle et travaille dans la division par équipe. D'ailleurs, avec la moustache qu'il abordait à l'époque, il se faisait également appeler Magnum en référence à l'acteur de la série. Puis l'année d'après, il signe avec un autre territoire, la AWA. En effet, Vern Gagne, qui était alors responsable de la compagnie, cherchait absolument à remplacer un certain Hulk Hogan, parti faire des merveilles chez Vince McMahon. Là-bas, Scott Hall devait vraiment devenir la nouvelle star, mais pour d'obscures raisons, ça ne s'est pas passé comme ça. Non, son passage à la AWA est surtout marqué par son équipe avec Curt Hennig. Mais surtout, Curt Hennig a une énorme influence sur lui et va vraiment l'aider à devenir une star. Tellement qu'en 1989, Jim Ross, alors recruteur pour la WCW, décide de ramener l'équipe dans la compagnie. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, la WCW est alors en pleine transition. De nombreux jeunes catcheurs de talent arrivent comme Brian Pillman, Steve Austin, Sid Vicious ou encore un certain Mark Calloway alias The Undertaker. Du coup, Scott Hall poursuit sa progression et a quelques bonnes storylines durant les 3 années où il reste là-bas. Il devient d'ailleurs Diamond Stud, une gimmick inspirée de Rick Rude et il est à l'époque managé par Diamond Dallas Page. Et il va d'ailleurs faire brièvement équipe avec son futur meilleur ami, un certain Kevin Nash. Le problème, c'est qu'il est pas très bien utilisé là-bas et qu'il a tendance à perdre assez souvent. D'ailleurs, en véritable passionné de catch qu'il est, Scott Hall va même catcher au Japon, en Allemagne et à Cuba durant cette période. Et puis, c'est l'arrivée à la WWF de Vince McMahon durant l'excellente année 1992. Là-bas, il devient Razor Ramon, un immigré cubain assez intimidant mais très élégant. Un personnage au final totalement inspiré du film Scarface. Plus tard dans sa carrière, Hall expliquera qu'il avait lancé l'idée d'un personnage ressemblant à Scarface lors d'une réunion avec Vince McMahon et Pat Patterson. Sauf qu'à la base, en fait, c'était censé être une blague. Scott Hall a alors commencé à parler avec un accent cubain, à sortir quelques phrases tirées du film, et comme Vince McMahon et Pat Patterson n'avaient jamais vu le film Scarface, ils ont trouvé que Scott Hall était un génie. Comme quoi, des fois dans la vie, ça peut être facile, hein. Razor Ramon démarre donc à l'été 92, et tout de suite il devient le nouveau protégé du champion de l'époque, un certain Ric Flair. Ensemble, ils devaient affronter l'équipe composée de Randy Savage et de l'Ultimate Warrior aux Series. Mais comme le Warrior se fait virer, c'est le vieil ami de Scott Hall qui intègre le match, à savoir Curt Hennig. Comme le Warrior devait également affronter Bret Hart pour le titre lors du Rumble 93, Scott Hall le remplace sans toutefois réussir à obtenir la prestigieuse ceinture. Et en 93, Razor Ramon poursuit sa progression et va entamer un face turn. En effet, à l'époque, il est tellement cool que les fans ne le sifflent pas mais l'acclament. C'est donc l'un des tout premiers face turns organiques de l'histoire du catch. Razor va également mettre en lumière un tout jeune catcheur. Présenté comme un simple jobber, le Kid va battre Scott Hall à la surprise générale. Et lors de SummerSlam 93, Razor Ramon bat Ted DiBiase pour son ultime match à la WWF. Et fin 96, tout s'accélère. Shawn Michaels est suspendu par la compagnie alors qu'il est champion intercontinental. Razor Ramon bat Rick Martel dans un magnifique match à Raw pour remporter sa toute première ceinture de champion chez McMahon. Sauf que quand Shawn Michaels revient, il estime être toujours le champion. On a donc 2 champions pour un seul et même titre, le titre intercontinental. Et le pinacle de cette rivalité arrive lors de WrestleMania 10. Un match de l'échelle sensationnel qui n'est pourtant pas le premier de l'histoire.
Et non, puisque Michaels et Bret Hart avaient déjà expérimenté ça en 92, mais le match n'était pas télévisé. Toujours est-il que ce match est absolument fabuleux. C'est même le tout premier match 5 étoiles donné à la WWF. Razor Ramon remporte ce match et poursuit sa dynamique en s'en prenant à Diesel, alias Kevin Nash. Les deux futurs meilleurs amis rentrent en collision lors de SummerSlam 94 et Razor gagne son deuxième titre intercontinental. Aux séries, il est l'ultime survivant d'un match 5 contre 5 et démarre une rivalité contre Jeff Jarrett. Une rivalité autour du titre intercontinental jugée un petit peu décevant à l'époque par les fans. 1995 est une année assez morne pour la WWF, mais également pour Scott Hall, alias Razor Ramon, qui va se contenter d'un simple nouveau titre intercontinental et de quelques blessures qui vont le tenir éloigné des rings. Mais il y a quand même un match extrêmement intéressant lors de SummerSlam 95. La revanche contre Shawn Michaels dans un match de l'échelle pour le titre intercontinental. Mais à ce moment-là, Scott Hall, l'homme derrière le catcheur, est de plus en plus frustré. Il voit ses deux amis, Diesel et Shawn Michaels, accéder au main event, quand lui est toujours cantonné au milieu de la carte. Et début 96, Razor entame une rivalité contre Goldust. Le choc des styles est alors assez important entre un personnage ouvertement homosexuel et l'autre très viril et macho. D'ailleurs, Scott Hall expliquera plus tard en interview qu'il était particulièrement mal à l'aise lors des promos qu'il devait effectuer à cette époque. Et le pire, c'est qu'il était face à ce moment-là. Ils devaient tous les deux s'affronter lors de WrestleMania 12, mais Razor était à ce moment-là suspendu pour usage de drogue. À son retour, il affronte un tout jeune Jeff Hardy qui n'est alors même pas encore majeur. Et au printemps 96, il se passe quelque chose d'assez important. Il faut savoir que Scott Hall s'est entouré d'une bande de potes dans les vestiaires qu'on appelle la clique. Ce groupe était composé de Hall, Nash, Shawn Michaels, le Kid et Triple H. Un groupe à la réputation parfois difficile, mais qui allait se séparer en 96. En effet, Hall et Nash, alias Razor Ramon et Diesel, arrivaient à la fin de leur contrat. C'est là que la WCW a réagi en proposant aux catcheurs un meilleur salaire pour moins de catch. Le curtain call marque la fin de la clique à la WWF. Ce soir-là, Hall, Nash, Michaels et Triple H brisent le kayfabe et s'enlacent sur le ring du Madison Square Garden. Ils brisent d'ailleurs le kayfabe pour la toute première fois de l'histoire chez Vince McMahon. Hall et Nash, devenus les Outsiders, vont ensuite envahir la WCW d'Eric Bischoff dans le scénario. Mais à la base, Scott Hall y va seul dès le 27 mai 96. Il interrompt un match et fait une promo où il garde son accent cubain propre à son personnage de Razor Ramon. Il fait également quelques allusions à la guerre entre les compagnies et brouille les pistes quant à ses intentions réelles. Puis Kevin Nash le rejoint assez vite. Et très vite, ils expliquent qu'ils ont un troisième partenaire mystère avec eux. Et lors de Bash at the Beach 96, les faces de la WCW, à savoir Randy Savage, Sting et Lex Luger, veulent en découdre avec ces deux malandrins. Le match démarre et les Outsiders arrivent au ring tout seuls. Sauf que ce soir-là, c'est finalement la légende Hulk Hogan qui a rejoint les Outsiders pour former l'un des clans les plus incroyables de l'histoire, la NWO. Petite anecdote, si Vince McMahon pensait à tort que Hall était un génie créatif avec sa gimmick de Scarface, il est reconnu que Scott Hall était le véritable créatif de la clique en termes d'idées. D'ailleurs, c'est lui qui a poussé Hulk Hogan à tourner heel et à relancer sa carrière. Et dès lors, la NWO allait participer à la révolution du catch aux États-Unis. Véritable groupe de bad guys plutôt cool, le clan va s'étoffer et monter en puissance pendant 2 années. Scott Hall de son côté va récupérer les titres de champion par équipe avec Kevin Nash en battant les Harlem Heat. Et globalement, toute la première partie de la campagne WCW pour Scott Hall va tourner autour des titres par équipe. Il récupère cette ceinture 6 fois en très peu de temps. En effet, Eric Bischoff étant président de la WCW et membre de la NWO, il a rangé les Outsiders pour qu'ils récupèrent les ceintures à chaque fois. Hall gagne tout de même une opportunité pour le titre de champion du monde poids lourd lorsqu'il gagne l'immense Battle Royale à 60 lors du pay-per-view World War III. Ce match a lieu lors du pay-per-view Uncensored 98, mais Scott Hall ne parvient pas à battre le champion Sting et récupérer sa ceinture. D'ailleurs, au passage, Scott Hall est aussi celui qui a eu l'idée de transformer radicalement le personnage de Sting. Mais on arrive quand même dans une période où tout commence à se gâter pour le Bad Guys. Il est de plus en plus souvent sous l'effet de substances lorsqu'il se présente pour les shows WCW. Le lendemain de son match contre Sting, il se présente à Nitro complètement intoxiqué et il est prié de retourner chez lui. Il prend ensuite un congé puisque la compagnie l'oblige à aller suivre une cure de désintoxication. Il revient en mai 98 avec une nouvelle gimmick d'alcoolique et il s'allie avec Kevin Nash qui a entre-temps fondé la NWO Wolfpack. Puis il le trahit à nouveau pour s'allier avec Hulk Hogan. En juillet, Scott Hall affronte la nouvelle sensation Bill Goldberg lors d'un épisode de Nitro. Et chez lui, à Atlanta, Goldberg terrasse Hall et Hogan dans la même soirée pour devenir le nouveau champion du monde des poids lourds. Suite à cet échec, Hogan va blâmer Hall et l'éjecter du groupe.
Et Scott Hall et Kevin Nash, qui s'est entre-temps réconcilié avec Hulk Hogan, vont entrer en rivalité pour le reste de l'année. Puis Hall disparaît des écrans à nouveau. On suppose qu'il se repose pour régler ses nombreux problèmes personnels à l'époque. Entre-temps, Kevin Nash est prêt à défier l'invincible Goldberg pour son titre de champion lors de Starrcade 98. Et ce soir-là, Scott Hall effectue son retour et vient taser Goldberg afin de lui causer sa toute première défaite sur le ring et la perte de son titre. Le lendemain de ce match, c'est le fameux angle du Finger Poke of Doom. Les trois membres originels de la NWO se réunissent à nouveau, mais cela ne va mener nulle part. Et derrière, c'est la traversée du désert pour Scott Hall qui ne va presque pas catcher de l'année 99. De nombreuses blessures ainsi que des addictions de plus en plus persistantes vont le pousser vers la sortie. À partir de là, chaque apparition de Scott Hall à la télé inquiète les fans qui sentent que le catcheur ne va pas bien. Ses dernières apparitions à la WCW ont lieu début 2000, quand lui, Kevin Nash, Bret Hart et Scott Steiner forment la NWO 2000, une ultime version du groupe iconique. Une fois son contrat avec la WCW terminé, Scott Hall va prendre quelques mois pour se reposer. Il apparaît quand même sur le ring et notamment à la ECW, mais également au Japon. Toutefois, il ne semble pas assez en forme pour catcher correctement. Et puis c'est le retour à la WWE en 2002. Un retour qui va redonner un coup de fouet aux Bad Guys. En effet, entre-temps, Vince McMahon a racheté la WCW et il comptait bien ramener la NWO originale sur le devant de la scène. Hall, Nash et Hogan sont de retour chez Vince McMahon à l'approche de WrestleMania 18. Après quelques matchs et quelques segments intéressants, les dés sont jetés et Scott Hall affronte Stone Cold Steve Austin à WrestleMania 18. Un match qui aurait pu être incroyable quelques années plus tôt, mais qui passe assez inaperçu, à cause notamment de la mauvaise condition physique des deux catcheurs. La storyline autour de la NWO continue après WrestleMania, mais s'arrête net en mai 2002. Lors d'un voyage retour d'Angleterre, le roster de la WWE va créer une véritable pagaille dans un avion. C'est ce qu'on appelle communément le voyage en avion de l'enfer. Toujours est-il que durant ce vol, Scott Hall aurait été particulièrement irrespectueux avec une hôtesse de l'air. De plus, il aurait été tellement intoxiqué durant le voyage qu'un de ses collègues catcheurs a dû le porter et le mettre dans une chaise roulante pour le sortir de l'avion. Suite à cet incident et aux nombreux problèmes d'addiction que connaît encore Scott Hall, la WWE le libère de son contrat en mai. La fin de carrière du Bad Guy sur le ring s'articule essentiellement autour de la TNA. Cette promotion de catch secondaire a donné plusieurs chances de briller à Scott Hall. Malheureusement, avec le temps qui passe et les problèmes d'addiction toujours d'actualité, le Bad Guy n'a jamais vraiment brillé. Pire, il ne s'est parfois même pas présenté à des shows où il devait catcher, ce qui a provoqué la colère des autres catcheurs. Durant la dernière décennie, Scott Hall a fait quelques apparitions à la WWE mais sans catcher. Il a notamment été intronisé dans le Hall of Fame en 2014 sous le personnage de Razor Ramon. Mais aussi en 2021 avec le groupe NWO. Au final, sur le ring, on pouvait le considérer comme l'un des plus charismatiques. Mais malheureusement, ses problèmes juridiques et ses démons l'ont empêché de devenir un champion majeur d'une compagnie. D'ailleurs, niveau problème judiciaire, Scott Hall en a eu pour sa dose. En 83, il est accusé de meurtre au second degré, comme évoqué dans le début de la vidéo. En 98, il est arrêté pour attouchement dans un hôtel de Pennsylvanie. En 2008, il s'en prend physiquement à une personne qui fait une mauvaise blague sur le décès d'Owen Hart. En 2010, il passe au poste de police pour outrage à agent. En 2011, il est cette fois-ci arrêté pour une bagarre dans un bar et passe 2 jours en prison. En 2012, il est cette fois-ci arrêté pour violence domestique. Et dans quasiment toutes ces situations, il était rapporté que Scott Hall était à chaque fois complètement ivre. Ses addictions ont également des conséquences sur sa santé qui se détériorent alors à vue d'œil. Notamment à partir de 2010 avec une double pneumonie qui a failli lui coûter la vie. Mais également des problèmes d'épilepsie qui vont le pousser à prendre jusqu'à 11 pilules par jour. Enfin, des problèmes cardiaques importants font que les médecins lui implantent un pacemaker à l'âge de 53 ans. En avril 2011, il passe tout proche de la mort une nouvelle fois après un malaise cardiaque lié à une overdose. C'est son ami Diamond Dallas Page qui va le sauver en 2013 quand il invite Scott Hall chez lui afin de se reconstruire physiquement et mentalement. Grâce à la philosophie du DDP Yoga et l'amitié de son compère, la santé de Scott Hall s'améliore durant les années suivantes. Il parvient notamment à se faire opérer de la hanche grâce à une campagne de crowdfunding et il peut marcher à nouveau. Malheureusement, suite à une simple chute fin février 2022, Scott Hall s'est à nouveau brisé la hanche et cette nouvelle opération lui a coûté la vie. Et comme il disait souvent, le travail acharné porte ses fruits. Les rêves deviennent réalité. Les mauvais moments ne durent pas, mais les mauvais garçons, ça oui.